qui nous rejoindront en cours de route. Alors, je m'excuse d'avance, je suis malade, donc je parle du nez et il y a peut-être un moment où je vais devoir couper au micro pour avoir une quinte de toux. Donc désolée d'avance pour ces petits désagréments, on va faire au mieux. Voilà, du coup, bonjour à tous. On va attaquer aujourd'hui une petite formation sur les troubles digestifs en aigu. Donc, comme d'habitude, alors attendez, mon truc ne marche pas. Allez, il marche, petit truc. Voilà, comme d'habitude, je vous reprécise que ces formations qu'on fait, elles sont pour votre usage interne strict, pour des raisons Juliette de me mettre mes émergences, pour des raisons de propriété intellectuelle et de droit d'image, parce que certaines images ne sont pas forcément à nous. Donc, on essaye vraiment de garder ça en interne. Si vous avez des questions, des remarques, des partages de cas, de ce que vous voulez au cours de la formation, n'hésitez pas à intervenir, à remettre votre micro pour participer. C'est plus facile d'ailleurs de faire comme ça que de passer par le truc conversation de Teams parce que je le vois pas forcément. Voilà un petit peu le plan de ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc les troubles digestifs en aigu, c'est vraiment un sujet qui est très, 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 très vaste. Comme il y a dans les prises en charge, il y a des choses qui sont un peu redondantes, j'ai décidé de faire plutôt d'abord une partie sur les diagnostics différentiels et les approches diagnostiques et de faire une partie complète sur tous les traitements à visée symptomatique digestive qu'on a à notre disposition, plutôt à la fin pour pas être redondant à chaque fois. Mais finalement, il y a quand même pas mal de diagnostics différentiels parce que c'est surtout ça qui nous importe en urgence. Donc, en introduction, c'est vraiment un motif ultra fréquent de consultation en urgence. Je ne sais pas quel est le pourcentage d'animaux qui sont présentés à la clinique ou que vous allez voir à domicile pour des motifs de troubles digestifs, mais c'est vraiment un motif très, très, très récurrent. On retrouve ça chez tous les animaux, peu importe l'espèce, la race, l'âge, s'il y a ou pas des antécédents médicaux. C'est vraiment tout le monde a des troubles digestifs avec des présentations qui sont très variées. Et ce qui est compliqué, c'est qu'on a une gravité clinique qui n'a pas forcément de rapport avec la gravité réelle de la pathologie et inversement. Donc ça peut être des fois un petit peu difficile de ne pas se laisser impressionner par certains cas et à contrario, de ne pas passer à côté de cas plus graves qui ont parfois des symptômes un petit peu frustrants. On a aussi un caractère important dans notre travail d'urgentiste, c'est l'importance de l'anamnèse parce qu'en fait, il va falloir être assez précis dans les questions qu'on va poser aux propriétaires parce qu'il y a beaucoup de pathologies où on va distinguer, des troubles digestifs qui sont aigus versus des troubles digestifs qui sont chroniques. On n'a pas les mêmes causes et on va pas avoir les mêmes prises en charge et les mêmes recommandations. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, il y a pas mal de cas où on a une aggravation en aigu de quelque chose qui évolue finalement de façon plus chronique. Et ça, les gens, ils vont pas spécifier forcément ces informations-là, donc il faut bien leur poser la question. Combien de fois on a un chat qui vomit en consultation et en fait, en poussant un petit peu l'interrogatoire, on s'aperçoit que c'est en fait un chat qui vomit plusieurs fois par semaine depuis des mois. Ça n'a rien à voir, la prise en charge, enfin en tout cas, pas forcément en aigu, mais disons dans le discours qu'on va tenir par rapport à un chat qui vraiment ne vomissait pas et là d'un coup se met à vomir. Donc c'est vraiment important de bien questionner le propriétaire et l'enjeu dans tout ça, c'est de pas s'inquiéter trop et voilà, la plupart des cas, ça va être vraiment très basique avec une prise en charge symptomatique, mais il faut réussir à ne pas passer à côté des urgences vraies et ça, c'est le plus difficile. Donc on va attaquer la première partie avec les régurgitations. Et en premier, comment est-ce qu'on distingue des régurgitations de vomissements? Parce que c'est mine de rien important, parce que c'est pas les mêmes causes, c'est pas les mêmes prises en charge. Et le problème, c'est que c'est presque toujours confondu par les propriétaires. Donc soit les vomissements sont pris pour des régurgitations ou inversement. Ça peut parfois être confondu aussi avec de la toux ou des éternuements. Donc c'est important de réussir de faire le distinguo entre les deux. Comment est-ce qu'on va distinguer les deux justement? C'est avec certains grands signes. Déjà le fait qu'une régurgitation, ça arrive vraiment comme ça d'un coup. Il n'y a eu aucun signe de nausée avant, il n'y a pas eu de préparation particulière de l'animal. À l'inverse des vomissements, le chien ou le chat peut se mettre à avoir des signes avant-coureurs, de saliver, de commencer à être
nauséeux, montrer des signes d'inconfort, ce genre de choses. Et le truc le plus important, c'est que la régurgitation, c'est vraiment une éjection passive. Il ne se passe strictement rien et tac, ça sort, versus les vomissements où il y a vraiment des contractions abdominales actives. Donc c'est généralement sur ce point-là que les propriétaires arrivent à faire la différence entre les deux, mais encore faut-il qu'ils aient pu voir l'événement. Des fois, on ne retrouve que la flaque à la fin, donc on ne sait pas forcément. Présence de bile, absence de bile. Alors attention, hein, quand on parle de bile, c'est vraiment de la bile, c'est pas des sucs gastriques. Quand on a des vomis un peu vert jaune, machin, c'est juste des sucs gastriques, c'est pas de la bile, donc attention à l'utilisation de ce terme-là. Sur les régurgitations, on peut avoir une distension de l'œsophage cervical. C'est pas forcément facile à déceler, hein. Il faut bien les palper le cou en région cervicale. Et puis, pour le reste, honnêtement, c'est pas super fiable. Le moment par rapport au repas, le fait qu'il y ait des aliments digères ou pas, la quantité, le pH, ça, c'est pas vraiment des éléments sur lesquels on va pouvoir se reposer pour faire le distinguo entre les régurgitations et les vomissements. Donc, si on s'intéresse vraiment aux régurgitations, c'est une expulsion passive de nourriture, d'eau ou de salive associée à une atteinte de l'œsophage ou plus rarement du pharynx. Les principaux risques associés, vraiment en numéro 1, c'est la bronchopneumonie par aspiration. C'est des animaux qui sont vraiment prédisposés parce que le pharynx ne se ferme pas pendant une régurgitation. Donc, il peut y avoir aspiration du bol alimentaire ou de suc gastrique, etc. Et c'est le principal motif d'hospitalisation parce qu'ils vont faire des complications respiratoires. Sur des cas qui sont vraiment chroniques, avec des régurgitations, vraiment du bol alimentaire qui ne peut pas ou partiellement atteindre l'estomac, et ben, on va se retrouver avec potentiellement des pertes de poids. Le diagnostic différentiel des régurgitations, on va avoir toutes les origines pharyngiennes, qu'on va appeler les dysphagies pharyngées. Donc là, on va pas développer ça relève vraiment de choses assez particulières. C'est plutôt du domaine de la médecine interne. Souvent, il faut faire des fluoroscopies, pendant, l'ingestion d'un bol alimentaire pour vraiment, mettre en évidence ces dysphagies-là. Donc c'est compliqué et on va pas s'intéresser à ça pour aujourd'hui. On va plutôt s'intéresser aux origines œsophagiennes. Et on va retrouver 3 grands groupes de causes, tout ce qui est hypomotilité, tout ce qui est cause inflammatoire et enfin les obstructions mécaniques. Donc si on s'intéresse d'abord aux hypomotilités, donc ça c'est le méga-œsophage, donc un œsophage qui est d'un diamètre trop important et qui ne va pas se contracter correctement. On a des méga-œsophages congénitales, donc voilà, il est né comme ça. On a des méga-œsophages idiopathiques primaires où là on ne va pas trouver de cause particulière. Et puis on a des méga-œsophages secondaires. Dans un grand nombre de cas, c'est dû à soit des myasthénies gravis, soit les maladies neuromusculaires généralisées. Je raconte n'importe quoi. Ça, c'est typiquement ce vieux golden ou ce vieux labrador, surtout les golden, qui font des polyneuropathies dégénératives, qui vont avoir une fonte musculaire, qui vont présenter des symptômes progressifs d'ataxie, de perte de proprioception, ce genre de choses, et qui en parallèle peuvent développer un méga-œsophage. Après, on a d'autres trucs. Voilà, dysautonomie féline, ça c'est vraiment un concept rare. Je sais même pas si quelqu'un a déjà vu en vrai, si ça existe ou si c'est un mythe. En cas d'hypocorticisme, ça peut arriver aussi. Hypothyroïdie, c'est difficile de trancher. Et sur un truc beaucoup plus rare, c'est les intoxications au plomb. Donc souvent, sur les méga-œsophages secondaires, c'est plutôt myasthénia gravis et maladie neuromusculaire généralisée. Ensuite, on va avoir les causes inflammatoires. Donc, on peut avoir des œsophagites qui sont induites par la prise de certains médicaments et notamment la doxycycline. Attention, parce que c'est quand même un médicament qu'on prescrit régulièrement. Il faut bien que ce soit correctement dégluti. Il ne faut pas que ça reste collé dans l'œsophage. Donc, il ne faut pas hésiter à dire aux gens, après la prise de doxy, de bien redonner un petit quelque chose à manger ou de faire boire un peu l'animal pour éviter qu'il y ait un comprimé qui reste au niveau de l'œsophage. On va avoir ensuite tout ce qui est reflux gastro-œsophagien. Ça peut être secondaire à une anesthésie générale, à une hernie hiatale, ça peut être idiopathique. On a quand même certaines races, notamment les races brachycéphales, qui vont être prédisposées au RGO. On a le lupus et on a les infections à Spirocerca, mais là c'est pareil, on est sur des trucs hyper rares. Et enfin, on a tout ce qui va être obstruction mécanique.
Donc, les sténoses œsophagiennes, qui peuvent être dues à d'anciennes œsophagites, au passage de corps étrangers, à des lésions quelconques. On a les corps étrangers, les néoplasies, les anomalies vasculaires, donc persistance du 4e arc aortique, ce qui fait des jabots œsophagiens. On peut avoir des compressions extraluminales, comme par exemple dans les cas de masse médiastinale, si on a une hernie hiatale, et dans le cas très rare mais super stylé, des intussusceptions gastro-œsophagiennes. Donc là, on a l'estomac qui s'intussuscepte dans l'œsophage. On a vu une fois, globalement, ça se passe pas très bien par la suite. Donc voilà un petit peu les différentes causes de régurgitation, où normalement c'est quand même plutôt une atteinte vraiment œsophagienne. L'approche diagnostique, donc il faut vraiment questionner les propriétaires, il ne faut pas donner les informations tout seul, il faut leur demander est-ce que l'animal peut avoir accès à des médicaments ou à des caustiques qui peuvent être à l'origine d'une œsophagite? Est-ce qu'on a des historiques de traitement, d'anesthésie? Est-ce qu'on a une odynophagie, donc une douleur à la déglutition, des efforts de déglutition répétés? Est-ce qu'on a d'autres symptômes systémiques, abattement, anorexie, vomissement, diarrhée? C'est rare sur des atteintes œsophagiennes strictes, donc il va peut-être falloir chercher une cause sous-jacente et toujours s'intéresser à la possibilité d'avoir des signes respiratoires associés. Dans ces cas-là, il faut suspecter une bronchopneu par aspiration. On va bien sûr lui faire un examen clinique général, exhaustif, notamment au niveau de la cavité buccale et de la région du cou, pour aller essayer de palper l'œsophage. On sent pas toujours quelque chose, hein, c'est assez difficile. Et puis on s'intéresse bien sûr aux poumons, rapport au risque de bronchopneu. Dans les examens complémentaires, normalement le bilan sanguin classique, il est normal. Il est intéressant de faire des radios thoraciques parce que c'est là qu'on va aller visualiser l'œsophage, à la recherche de méga-œsophage, corps étranger, masse, malformation, bronchopneu, et cetera et qu'est-ce que ça veut dire ce que j'ai marqué? Échographie sous-normale. Ça ne veut rien dire, mais l'échographie est assez peu intéressante puisque, on peut pas échographier, l'œsophage dans la région thoracique. On peut éventuellement en région cervicale, mais c'est rare qu'on voit quelque chose. Donc, c'est pas un examen très intéressant. Je vous mets ici des petits exemples de radio. Donc là, je vous en affiche une première. Je vous laisse regarder un petit peu, cette radio de thorax, et voir si vous identifiez, une problématique particulière. Si jamais quelqu'un est motivé pour essayer de prendre la parole et nous dire, ce qu'il voit sur cette radio, ça serait incroyable. Voilà, si quelqu'un a envie de prendre la parole. Je suis pas du tout sûre de ce que je vais dire, Ah mais mais c'est pas j'essaye. grave, ça, c'est pas un problème, vas-y. Alors, j'ai l'impression qu'on voit l'œsophage et logiquement, je crois on n'est pas censé le voir à la radio, non? J'ai Tout à fait, l'impression. normalement, l'œsophage, c'est en fait, il est plat, il est vide, donc on ne le voit pas. On peut le voir quand il y a un petit peu d'air dedans. Donc des fois, on voit juste un tout petit endroit où il y a un petit peu d'air vers la trachée, c'est l'œsophage, mais là, effectivement, et est-ce qu'il te semble en position et en taille, en forme normale ou pas? Alors en position, donc il est dorsalement à la trachée, donc Ouais, ça me paraît plutôt normal et bah, du coup en forme, si on le voit, ça veut dire que, bah, il est trop important quoi, trop gros. Donc je penserais ouais, à un méga-œsophage comme tout ça, à mais fait, c'est parfait. Ouais, c'est ça. Là, je vous ai remis une petite image avec les flèches qui, délimitent le bord, ventral et le bord dorsal de l'œsophage. Merci beaucoup d'avoir pris la parole, je sais pas qui c'était. Donc exactement ça. On a effectivement, une opacité aérique, qui souligne l'œsophage, qui est d'une taille, complètement, excessive, qui va repousser ventralement le cœur et la carène. Donc c'est effectivement un méga-œsophage. Bravo, c'est exactement ça qu'il fallait voir. Un autre exemple ici, bon, en l'occurrence, il y a des flèches que je ne pouvais pas enlever sur, cette image qui n'est pas à moi. Donc de nouveau, on va retrouver en fait un méga-œsophage avec la flèche rouge, où on a toute cette portion aérique là, qui est en fait, l'œsophage et la flèche bleue, qui, représente un corps étranger œsophagien qui est bloqué en fait, juste, en avant de la carène. C'est pareil, ça a repoussé ventralement la carène et le cœur. Donc là, on a un corps étranger qui est bloqué au niveau œsophagien. j'ai une petite Ici question. oui, bien sûr. Le corps étranger œsophagien, est-ce qu'il est concomitant au méga-œsophage? Non, plutôt, est-ce que le méga-œsophage, il est apparu après le corps étranger? Ou c'est une Alors très conséquence ou c'est juste, probablement,
Est-ce que vous voyez ma souris ou pas? Oui. Ouais. Et ben effectivement, c'est une bonne question et je pense que la réponse, c'est que ici, on voit donc bien tout notre méga-œsophage ici, et en fait, derrière, on ne le retrouve plus. Si je reviens sur la radio d'avant, on avait bien le bord là, hop, tac, qu'on voit bien jusqu'au bout ici, ce qui n'est pas le cas sur cette radio-là. Donc, on suppose que derrière, là, l'œsophage, il est redevenu normal. Donc, c'est effectivement une accumulation d'air qui est secondaire à la présence de notre corps étranger. Et d'ailleurs, on voit qu'ici, il redevient déjà petit, quoi. Donc, c'est pas un vrai méga-œsophage, c'est juste une dilatation aérique importante de l'œsophage qui est là à cause du corps étranger. Mais c'était Ok, une merci. bonne question. Alors, un autre exemple ici, je vous laisse regarder. Je ne sais pas si, pareil, quelqu'un a envie de prendre la parole. Allez, bah, c'est moi qui vous explique. Donc, on a bien ici la trachée, qui est ici, avec la carène qui part là. On voit ici une bande d'opacité aérique dorsale à la trachée. Donc ça, c'est effectivement l'œsophage. Et en fait, on a un truc bizarre ici, et on a ce schmourk là, qui est d'une opacité minérale. Au départ, on peut, si on fait pas attention, qu'on regarde trop vite la radio, on se dit bah c'est l'articulation de l'épaule, mais non, pas du tout, hein. On a bien notre humérus qui est là, avec la scapula qui est ici. Tac. Donc ça c'est l'articulation de l'épaule. Et ce truc-là, ça n'est pas l'articulation de l'épaule. C'est situé dans l'œsophage. Bien sûr, il faudrait éventuellement une vue de face, hein. Normalement, là, je vous montre que des radios où il n'y a qu'une vue. On est bien d'accord que normalement, il faut faire 2 vues pour être sûr. Mais en tout cas, on a cet élément d'opacité minérale qui est dans l'œsophage, qui va repousser la paroi ventrale de l'œsophage. Et donc là, on a un corps étranger œsophagien, peut-être un os, peut-être un caillou, peut-être un truc comme ça, qui s'est bloqué juste en avant, au niveau de l'entrée de la poitrine, ce qui est un des sites assez classiques de présence des corps étrangers œsophagiens. D'ailleurs, je ne vous ai pas redit, mais souvent, les corps étrangers, ils vont se bloquer donc au niveau de l'entrée de la poitrine, en avant ici de la carène tout, et puis en avant aussi du hiatus œsophagien. Donc là, un autre exemple de corps étranger œsophagien qui est beaucoup moins profond. Alors ici, une autre radio qui, de nouveau, n'est pas à moi, hein, que j'ai dû voler sur Internet pour vous remontrer ça, parce que des fois, c'est un concept un petit peu flou. Donc là, c'est un transit baryté, donc un animal à qui on a fait manger un bol alimentaire rempli de croquettes avec du produit de contraste. Est-ce qu'éventuellement, quelqu'un a envie de prendre la parole, juste déjà dans un premier temps, pour décrire ce qu'on voit? Personne n'a envie de se lancer? On dit pas de bêtises, hein, c'est pas grave, si on se trompe et tout, on s'en fiche, hein, c'est juste pour progresser. Non, personne? Bon, bah tant pis, c'est moi qui le fais. Donc, on a ici notre œsophage cervical qui est déjà d'un diamètre quand même assez conséquent. Bon, il y a du bol alimentaire qui est en train de passer dedans, mais quand même le diamètre est non négligeable. Et là, on se retrouve avec une énorme dilatation de cet œsophage. Et on voit qu'après, on constate que ça reprend un diamètre qui semble plutôt cohérent. Et ça passe quand même, puisqu'on retrouve du bol alimentaire au niveau de l'estomac. Donc, on a vraiment une dilatation qui est focale de l'œsophage et qui forme vraiment cette espèce de poche là comme ça en avant du cœur. Quelqu'un a une idée du diagnostic? C'est pas une sténose à un endroit après un toxique ou quelque chose comme ça, et ça aurait complètement. Alors, ça pourrait marcher, une sténose, pourquoi pas, c'est une bonne piste, mais ça, on va dire que, bon là, on voit, c'est pas un chiot vu les radios, mais on va dire qu'on cherche un truc qui est congénital là-dessus. Persistance d'arc aortique. Exactement, c'est un jabot œsophagien sur une persistance du 4e arc aortique. Donc ça, c'est une anomalie vasculaire où on a un vaisseau sanguin qui devrait plus être là et qui reste là et qui vient en fait faire, c'est un peu le même principe qu'une sténose, hein, mais ça vient faire une zone un petit peu de striction au niveau de l'œsophage, ce qui fait que le bol alimentaire a du mal à passer à cet endroit-là et que progressivement, comme ça stagne à chaque fois en amont, et ça va faire ce jabot, cette dilatation de l'œsophage. Donc ça, c'est effectivement un jabot œsophagien. Mais du coup, j'avais une question Oui, à ce niveau-là. oui. Si on fait un transit baryté, il n'y a pas un risque que ça aille dans les poumons vu qu'il a des problèmes de déglutition?
Alors, si, tout à fait. Surtout que là, il y a quand même une grande quantité d'aliments qui a Ouais, c'est été pour ça. donnée. Ouais. Je suis pas sûre que personnellement, j'en aurais donné autant. Ok, Il y a effectivement, sur un cas comme ça, clairement, il y a une difficulté massive du passage du bol alimentaire, donc ça a tendance à stagner. Et donc, effectivement, il y a un risque de fausse route. Et Oui, clairement, ok. du produit de contraste dans les poumons, c'est pas incroyable. Oui, Donc, ok. ta remarque est tout à fait pertinente. Ok. Oui, c'est souvent comme ça qu'on va les diagnostiquer avec du produit de contraste parce que ça met en évidence le jabot, mais Et ça attention représente quand un risque. même, Ouais. voilà, à la façon de le faire. Ok, merci. Encore un petit exemple ici. Je ne sais pas si quelqu'un a envie de nous décrire le truc. Sans parler de diagnostic, hein, juste une description factuelle de ce qu'on voit ou de ce qu'on ne voit pas d'ailleurs. On dirait qu'il y a une masse, enfin en tout cas il y a quelque chose qui cache le cœur. D'accord, donc effectivement, on a une disparition de la silhouette cardiaque, un effacement de bord, effectivement, par un truc d'opacité liquidienne. Ouais. Ouais. Du coup, une Tissulaire masse, liquidienne, oui, c'est pareil. peut-être une masse médiastinale? Exactement, une masse médiastinale, parce qu'on voit un autre élément important, c'est que on a la trachée qui est complètement repoussée dorsalement. Et donc, si on se remet dans le contexte de nos recherches de causes de régurgitation, si cet animal-là, il est présenté pour régurgitation, on lui fait sa radio de thorax, en fait, son œsophage, il est complètement comprimé. Donc, il va y avoir effectivement une grosse difficulté de passage du bol alimentaire et ça peut amener à des régurgitations. Et là, effectivement, on va suspecter une masse médiastinale. Bravo. Et la dernière radio, c'est celle que je vous remettais en début de présentation, mais c'est vraiment hyper important de savoir reconnaître ça. Donc, c'est une bronchopneumonie par fausse déglutition, par aspiration, par erreur de lieu, comme disent les Belges aussi, c'est très joli. Donc, c'est très, très important de savoir le reconnaître. Et donc, ce qu'on va aller rechercher, c'est une atteinte du lobe moyen droit. C'est le plus classique chez le chien lorsqu'il a aspiré quand il était en position normale, en position physiologique, debout ou en sternale, puisque c'est le premier départ de bronche qu'il y a au niveau de la trachée. Et donc, on va avoir différents signes. En fait, on a un lobe qui devient d'opacité, pardon, avec une opacification alvéolaire, donc il devient tout blanc comme ça. Donc, on a le lobe crânial droit ici qui a une opacification normale versus celui-ci qui est tout blanc. Donc, cette ligne-là, on voit, ça s'appelle un signe lobaire, le fait d'avoir un lobe blanc à côté d'un lobe noir. Rien à voir avec le fait d'avoir de la présence d'épanchement entre les deux. Là, c'est vraiment le lobe qui est blanc. Un effacement de bord, puisqu'on a une disparition de la silhouette cardiaque, blanc sur blanc. Et puis, on voit des petits bronchogrammes ici qui nous permettent de diagnostiquer l'opacification alvéolaire. Donc ça, c'est vraiment typique d'une bronchopneumonie par aspiration. Donc voilà un petit peu pour des petits exemples de régurgitation. Au niveau de la conduite à tenir lorsqu'on est face à des régurgitations. Premier cas, on a un patient qui est stable avec une pathologie qui est non urgente. On va se contenter de mettre en place des traitements symptomatiques dans l'attente du diagnostic définitif, ou voire des fois, on n'a pas forcément, on va suspecter par exemple une œsophagite ou un truc comme ça, et on ne va pas forcément aller jusqu'à l'endoscopie ou que sais-je pour poser le diagnostic, ça va dépendre de l'évolution. Les traitements qu'on peut mettre en place, ce sont des antiacides, des pansements digestifs et des antiémétiques. Je ne détaille pas tout de suite ces médicaments puisque je vous ai dit, j'ai une partie traitement à la fin, donc on verra tout ça. J'attire votre attention simplement sur les antiémétiques. Là, il est recommandé d'utiliser des antiémétiques à action centrale, notamment le maropitant, et pas des antiémétiques prokinétiques comme le métoclopramide, parce que déjà, ils n'ont pas d'action sur l'œsophage, ils ne vont pas augmenter la vidange de l'œsophage, et au contraire, ils vont augmenter le tonus du sphincter œsophagien distal. Donc, on va limiter encore la vidange de l'œsophage dans l'estomac, ce qui est problématique quand on a une atteinte de l'œsophage. Donc, il vaut mieux éviter les prokinétiques type métoclopramide lorsqu'on a des régurgitations avec une suspicion d'atteinte œsophagienne. Pour le cas particulier des corps étrangers œsophagiens, là, il faut vraiment les diagnostiquer et il faut une prise en charge d'urgence. Donc, soit on est à même de retirer le corps étranger dans la clinique où on se trouve, soit il faut le référer en urgence pour retirer le corps étranger. Ça, c'est un exemple d'un petit bulldog qui avait avalé, mais on ne sait même pas comment, un pic à brochette métallique qui faisait la même taille que lui, globalement, c'était très rigolo.
Et donc, c'était resté bloqué dans son œsophage et ça allait jusqu'au fin fond de son estomac. Ça n'avait pas perforé l'estomac, fort heureusement. Mais en tout cas, voilà, c'est des choses qu'il faut prendre en charge rapidement. On a un risque quand même de lésion de l'œsophage qui est non négligeable selon la nature du corps étranger. Et puis, derrière, ça peut amener à une perforation de l'œsophage ou dans des cas moins graves, mais qui peuvent être quand même problématiques, justement des sténoses œsophagiennes sur des lésions cicatricielles, ce genre de choses. Si on ne peut pas prendre en charge le corps étranger là sur place, on va faire un traitement symptomatique, on peut mettre des antiémétiques, on peut mettre des antidouleurs, ce genre de choses, pour essayer de stabiliser l'animal le temps qu'on puisse lui retirer son corps étranger. Et puis, si on est face à un patient avec une bronchopneumonie par aspiration, donc on peut faire un traitement antibiotique probabiliste. Généralement, on va utiliser de l'amoxiclave. Et puis, on peut faire aussi par voie inhalée avec des nébulisateurs. Donc, on peut utiliser de la gentamicine. C'est des patients qu'on peut mettre sous oxygénothérapie, évidemment, et on va faire des traitements de soutien en fonction de l'évolution. J'attire quand même un petit peu votre attention sur les antibiotiques. Il y a pas mal d'études qui sortent sur la gestion des bronchopneux par aspiration sans antibiothérapie, puisqu'en fait, la plupart du temps, quand ils inhalent comme ça du contenu gastrique, c'est tellement acide qu'il n'y a pas de pathologie infectieuse en fait réellement. Et les lésions de bronchopneux et la clinique qui en découle sont vraiment associées à plutôt des lésions de brûlures chimiques, si on veut, à cause du contenu gastrique. Et c'est ce qu'en anglais, ils appellent pneumonitis, qui n'a pas vraiment une pneumonite, il n'y a pas vraiment d'équivalent en français. Mais en tout cas, ce n'est pas forcément une bronchopneu bactérienne, quoi. Donc, c'est un peu remis en question l'histoire de l'utilisation des antibiotiques pour la gestion des bronchopneux par aspiration. Je vous ai remis ici un petit arbre diagnostique au cas où vous aviez envie de regarder ça. Excusez-moi, je tousse. Voilà pour les régurgitations. Donc, on continue avec les vomissements. Donc là, c'est vraiment une éjection active du contenu du tractus digestif haut qui résulte d'une atteinte gastrique, intestinale ou systémique. Ça peut être quand même pas mal de trucs. Les vomissements, généralement, on va les classer en origine digestive et en origine extra-digestive. C'est ce qui est le plus simple pour réfléchir dessus. Et on va commencer avec les atteintes digestives. Donc, ça peut être une origine alimentaire, notamment tout ce qui va être indiscrétion alimentaire. C'est rare d'avoir en aigu des animaux qui souffrent de phénomènes allergiques ou d'intolérance. Ça, c'est plutôt sur des phénomènes chroniques. Donc, nous, c'est plutôt indiscrétion. Voilà, le chien qui a mangé une charogne, qui a fait la poubelle, qui je sais pas quoi. Voilà, ça, c'est un truc très, très fréquent. Pour les atteintes gastriques, on va avoir tout ce qui est gastrite et ulcère gastrique. Donc, ça peut être lié à des médicaments, notamment, on le sait, les AINS, certains agents de chimiothérapie. Ça peut être des toxiques, des produits chimiques ou caustiques, certaines plantes d'appartement. Enfin, ça peut être tout un tas de trucs irritants, en gros, au niveau de l'estomac. Et puis, en fait, cette liste, elle est vraiment non exhaustive. On a des origines infectieuses, notamment avec Helicobacter, c'est pas non plus le truc le plus fréquent. On peut avoir une néoplasie gastrique qui donne des vomissements et parfois vraiment en aigu, ça arrive. Et puis, on va avoir tout ce qui est obstruction, subobstruction, donc corps étranger au niveau de l'estomac, notamment du pylore, tout ce qui est volvulus, dont le SDTE, le SDTE est un volvulus, et tout ce qui est intussusception. Ensuite, on a les atteintes de l'intestin grêle. On retrouve les origines médicamenteuses ou toxiques, donc même débat qu'avant. Les origines infectieuses, ça, on en a quand même pas mal en aigu, notamment tout ce qui est viral, parvo, corona. Attention, parvo, ça fait pas que de la diarrhée, ça fait aussi vomir. Et on a des cas où on va avoir que de la diarrhée, des cas où on va avoir diarrhée et vomissement, et on a des cas où on peut avoir uniquement des vomissements sans diarrhée sur un parvovirus. On peut avoir des origines également bactériennes et parasitaires. On a tout ce qui est maladie inflammatoire de l'intestin, même si une fois de plus, c'est plutôt une pathologie chronique que aiguë. Tous les phénomènes d'obstruction, subobstruction, les corps étrangers, volvulus, intussusception et néoplasie qui donnent des subobstructions. Et puis les néoplasies qui ne donnent pas de subobstruction mais qui peuvent provoquer des vomissements. Et en dernier lieu, on a les atteintes du côlon qui peuvent faire vomir. Attention, une atteinte du côlon peut faire vomir, notamment dans les cas de constipation, voire de constipation importante. Les fécalomes et les trucs comme ça, souvent, c'est des animaux qui vomissent. Et ensuite, on a les origines extra-digestives.
avec en premier lieu les atteintes endocriniennes. L'hypocorte et notamment la crise addisonienne en aigu peut donner des vomissements, l'hyperthyroïdie, le diabète acidocétosique, et après on a tout ce qui est rénal, hépatobiliaire, pancréatique, et en fait n'importe quoi qui se passe dans l'abdomen, genre péritonite, pyomètre, prostatite, néoplasie, tout ça peut donner des vomissements. Donc la liste est quand même assez vaste, et il faut essayer quand même d'organiser justement sa réflexion autour de plutôt digestif, plutôt extra-digestif, parce que forcément les examens complémentaires proposés vont pas être les mêmes. Au niveau de l'anamnèse, il faut demander au propriétaire est-ce que cet animal est correctement médicalisé, il est vacciné, notamment contre la parvo, est-ce qu'il a des traitements antiparasitaires, est-ce qu'il reçoit des médicaments, est-ce qu'il y a eu un changement alimentaire, est-ce qu'il a pu avoir accès justement à quelque chose qu'il ne mange pas d'habitude et que là, est-ce qu'il a mangé des médicaments, des toxiques, des caustiques, des plantes, tout ce qu'on veut. Est-ce que c'est un animal qui est sujet à manger des corps étrangers? Et puis, il faut essayer de faire prescrire aussi, prescrire n'importe quoi, décrire par les propriétaires la nature des vomissements. Pour l'examen clinique, voilà, on fait un examen clinique complet. On va évidemment porter une attention toute particulière sur la palpation abdominale. Et il faut penser aussi à palper la thyroïde chez le chat. Et on peut quand même ne pas oublier le toucher rectal, puisque ça peut avoir une information, même si c'est plus intéressant dans les cas de diarrhée. Au niveau des examens complémentaires, si jamais on est en clinique et qu'on a accès à des examens complémentaires, on peut faire un bilan complet. Si c'est normal, on va plutôt s'orienter sur une cause digestive, parce que les causes extra-digestives, généralement, vont avoir des répercussions au niveau du bilan sanguin. On peut proposer un snap test parvo, notamment, et puis en fonction du reste, voilà, il y a tout un tas d'autres examens qui peuvent être indiqués. Les radiographies abdominales, elles nous permettent d'aller chercher tout ce qui va être iléus mécanique, donc à la recherche d'une indication chirurgicale, ou si on a la chance d'avoir un corps étranger qui est directement radio-opaque. Donc ça, c'est intéressant. Attention, les radios abdos, c'est souvent très difficile à lire. Donc c'est pas l'idéal non plus. L'examen de choix, c'est l'échographie abdominale qui a une meilleure sensibilité et spécificité, mais ça demande quand même un petit peu de compétences en échographie, ce qui n'est pas toujours évident non plus. Et ça nous permet d'évaluer aussi tous les organes abdominaux, et ça sera vraiment indiqué sur des symptômes chroniques. Quelques petits exemples de radio abdos, voilà, de ce que ça peut donner. Alors, il y a des radios qui ne sont pas toujours d'excellente qualité, parce que certaines étaient avec notre ancienne machine de radio à Lyon, qui était un peu vieillissante. Donc là, un exemple d'un petit chien qui avait mangé non pas un coronavirus, mais une petite balle rebondissante en caoutchouc là, avec des picots. C'était très rigolo à la radio. Ici, un chat qui avait mangé un crochet à tableau avec une partie en clou là. Donc ça, c'est vraiment idéal, hein, les corps étrangers métalliques ou minéraux ou osseux, parce que on les voit très bien à la radio. Ça, c'était un petit chien qui avait mangé un rasoir avec ici la lame de rasoir et la petite vis qui va avec, donc vraiment génial. Et on voit aussi que l'estomac étant ici, tout, ce truc n'est plus dans l'estomac a priori, donc c'est parfait. Là, je vous laisse un petit instant pour regarder, voir ce que vous en pensez, et voir si vous avez éventuellement, enfin si quelqu'un a envie de se lancer sur une description de ce qu'il voit, et si vous avez une idée de ce qui se passe. Bah là, on voit bien qu'il y a une dilatation avec de l'air, donc probablement une obstruction. J'ai l'impression qu'il y a comme un tissu un peu à un endroit, mais Ouais, en bas. vers le dessous, ouais. Ouais, exactement. C'est exactement ça qu'il fallait voir. Et ça, je vous invite à tous bien le regarder, parce que c'est l'aspect typique d'un corps étranger en tissu dans l'intestin. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. Là, en l'occurrence, c'était un torchon. Et donc, ça fait vraiment ça. Et donc là, il y a une dilatation majeure de cette anse-là. Si on compare au corps vertébral, CF, les trucs de Camille sur les radioémergences. Et on a effectivement une dilatation aérique focale de l'intestin qui est en faveur d'un iléus mécanique. Donc là, il faut évidemment partir en chirurgie. Mais voilà, ça ressemble à ça quand il y a du tissu dans le tube digestif. Bravo pour l'interprétation.
Celui-là, il est, il est plus facile à voir. Quelqu'un a une idée de ce que c'est? Donc, c'est ce petit truc qu'il faut voir. Qui est Un quand même bracelet déjà. ou un bijou? Un quoi, t'as dit, pardon? Un bracelet, quelque chose comme ça, une petite chaîne un peu, non? Alors, c'est quoi comme opacité? Tu dirais quoi? Attends, j'ai le truc devant. C'est opacité osseuse. Même plus que osseux, c'est carrément du métallique. Ouais, métallique, ouais. Ouais, métallique. Et en fait, c'est On dirait les une. éponges en métal, là. Ah ouais. C'est ça. C'est une éponge métallique. Un chat qui avait mangé ça au bord de l'évier. Bravo. Donc là, pareil, il faut partir en chirurgie, idéalement sur ce cas-là. Et ça aussi, je vous laisse un petit instant pour regarder. Ça, c'est pareil, il faut vraiment être très suspicieux sur une radio comme ça. Si jamais de nouveau quelqu'un a envie de prendre la parole, allez-y. Non, personne. Bon, tant pis. Donc là, on voit, c'est un petit chat de nouveau. On a notre côlon qui est là. Bon, ok, il y a du caca, du prout, tout va bien. Le tube digestif ici, il est vide. Il n'y a pas de dilatation majeure, rien du tout. Enfin, il se passe rien. On a sa petite vessie, ses petits reins, ok, tout va bien. Et clairement, le problème se situe par ici. Donc là, on a, si on regarde notre foie, qui s'arrête ici. Donc notre petit foie, il est tout mignon, il n'y a pas de problème. Et donc cet énorme truc là, qui est tout ça, eh bien, c'est son estomac, où on a une dilatation à la fois liquidienne et aérique. On a une bulle d'air ici, dans cet estomac qui est vraiment maxi dilaté. Et donc là, à votre avis, qu'est-ce qu'on va suspecter en priorité? Un SDTE? Alors, on n'a pas de signe de torsion, puisqu'on n'a pas la radio là, avec le bonnet de Schtroumpf comme on voit, et c'est un chat. Donc, je ne vous dis pas que ça ne peut pas arriver un SDTE sur un chat, mais c'est quand même maxi rare. Alors, qu'est-ce qu'on peut suspecter d'autre? Comment on peut se retrouver avec un estomac aussi dilaté, avec un contenu essentiellement liquidien, avec une petite bulle d'air, et un intestin vide? Quelqu'un a une idée? Quand ils font de l'aérophagie, non? Enfin, quand ils ont Bah, mal au ventre, souvent, ils allaitent et du coup, ça met de l'air dans l'estomac. Alors ça, ok pour expliquer la petite bulle d'air, mais comment on va expliquer cette dilatation gastrique aussi sévère? C'est Ah, qu'il y a un blocage quelque part. exactement, et où a priori? Au niveau du pylore, je crois. Exactement, sur un truc comme ça, la digestion chez le chat, ça va vite, hein. Donc très rapidement, le contenu de l'estomac, il doit passer dans l'intestin grêle. Là, on voit vraiment qu'on a un grêle qui est vide, avec un estomac qui est énorme. Donc tu as raison, ça va être obstruction pylorique, ou alors éventuellement le duodénum proximal en priorité. Et chez lui, c'était ça, c'était un corps étranger, vraiment dans le duodénum très proximal. Et donc, on avait cet énorme estomac rempli de liquide. Si vous avez des images comme ça sur un chat, c'est pas normal. Ça ne peut pas être normal d'avoir un estomac comme ça sur un chat. C'est vraiment Ouais. qu'il y a un problème. Mais là, il faut faire Et une écho quand même, du coup. C'est mieux, on verra mieux à l'écho, non? Enfin, alors, si tu sais faire une écho, que tu as la possibilité et tout, feu. Alors là, carrément, essaye d'aller repérer justement ton pylore et ton duodénum proximal. Et avec un peu de chance, ou pas forcément de la chance, avec un peu de technique, tu vas voir effectivement ton corps étranger. Ça va te confirmer ton hypothèse. Après, si jamais tu ne peux pas ou tu ne sais pas faire d'écho, juste avec cette image-là, tu vas en chier, clairement. ouais, ok. Pas possible. Et ça peut pas, tu peux pas te dire que c'est par exemple un iléus pas mécanique, pardon, un iléus paralytique avec vraiment un arrêt du transit et tout, puisque dans ce cas-là, il devrait y avoir du contenu aussi dans l'intestin grêle, pas forcément une dilatation importante, mais il devrait y avoir du contenu dedans, avec une tendance à stagner, pas trop de péristaltisme et tout, mais là c'est vraiment les anses, elles sont vides, quoi, il y a rien, quoi. À votre avis, à quoi il faut faire super attention sur ce chat quand on va l'anesthésier pour aller en chirurgie?
Quelqu'un a une idée de ce qui peut se passer en termes de complications per-anesthésiques? Qu'il fasse une fausse déglutition, enfin une mauvaise déglutition. Ouais, exactement, parce que là, il y a tellement de liquide dedans. D'un point de vue de pression, c'est hyper important. Et donc, dès qu'on va l'anesthésier, qu'il va se relâcher tout et qu'on va le mettre dans une position qui n'est pas physiologique, il y a un risque que le contenu gastrique s'écoule, hein, tout simplement, sans parler de vomissement ou de régurgitation, s'écoule mécaniquement par l'œsophage et qu'il fasse une fausse route. Donc, c'est un animal sur lequel je vous encourage vraiment à faire une vidange gastrique juste au moment où vous l'anesthésiez. Donc, vous faites un sondage orogastrique, idéalement, ou éventuellement nasogastrique, pour vider le contenu de l'estomac et éviter qu'il fasse une fausse route. Spoiler alerte, ce chat-là, on sait ce qu'on a fait. On l'a anesthésié. Sitôt anesthésié, on a mis une sonde, bien sûr, trachéale pour protéger les voies respiratoires. On a fait un sondage orogastrique. On a vidé des tonnes de contenu gastrique dégueulasse. Et malgré tout, il a quand même fait une aspiration en fin de chirurgie. Donc, il faut faire vraiment très, très attention. Et juste pour vous remettre en mémoire, voilà à quoi ça ressemble à l'écho à un corps étranger. Là, c'était un torchon dans un intestin grêle. Donc, vous avez vraiment la petite paroi là, de votre intestin. Ensuite, vous allez avoir votre corps étranger qui est hyper échogène et les ultrasons ne vont pas passer au travers. Donc, derrière, on se retrouve vraiment avec un cône d'ombre, qu'on appelle un cône d'ombre propre, qui est vraiment noir, différent d'un côlon avec du caca, où déjà, vous n'allez pas avoir la même paroi. Et puis, souvent, ça va vous donner un cône d'ombre sale qui est plutôt un peu gris, quoi. Donc, voilà, un corps étranger à l'écho. Ok, bon, conduite à tenir sur nos vomissements. Soit de nouveau, on a un patient qui est stable avec une pathologie non urgente, on va mettre un traitement symptomatique, essentiellement des antiémétiques et des pansements digestifs. On peut faire une petite diète si on veut pendant 24-48 heures, c'est pas obligatoire et ça va dépendre du patient, bien sûr, de son état global, si c'est un jeune, un vieux. Voilà, on ne peut pas mettre tout le monde à la diète non plus. Ça, c'était un petit chat qui avait mangé une très belle ficelle à rôti que l'on voit ici et qu'il a eu la gentillesse de nous rendre. Si on a un patient avec des répercussions systémiques, et bien là, bien sûr qu'on va mettre un traitement symptomatique, mais on peut également mettre un traitement de soutien. Donc, par exemple, s'il a besoin d'avoir une correction de la volémie ou de la déshydratation, s'il y a d'autres symptômes associés, il vaut mieux, dans ces cas-là, recommander une hospitalisation et il vaut mieux aussi aller faire une recherche de la cause de manière à mettre un traitement le plus adapté possible, donc envisager des examens complémentaires. Du coup, à domicile, si vous avez un patient qui vomit mais qui présente des répercussions systémiques, eh bien, on va se poser la question de, bien sûr, on fait le traitement qu'on peut à domicile, des traitements symptomatiques, on peut commencer une fluidothérapie, etc. Mais il faut se poser la question de le référer en clinique pour envisager des examens complémentaires, plus ou moins une hospitalisation. Je vous ai remis un petit arbre diagnostique ici si jamais vous avez besoin. Et on va parler en dernier lieu des diarrhées. La définition de la diarrhée, c'est un excès donc, du contenu en eau dans les selles, secondaire à une diminution de la réabsorption intestinale ou à une augmentation des sécrétions. C'est associé à une augmentation de la fréquence et ou une diminution de la consistance et ou une augmentation de leur volume. Donc ça, c'est pareil, il faut vraiment bien questionner les gens parce que les gens, pour eux, diarrhée égale selle molle à liquide, enfin, voire même des fois que liquide. Pour eux, une augmentation de la fréquence de défécation, c'est pas de la diarrhée, alors que c'est déjà de la diarrhée. Idem pour l'augmentation de volume. Donc, il faut vraiment poser des questions assez précises et on va faire le distinguo entre diarrhée aiguë et diarrhée chronique à partir de 3 semaines. On peut faire la différence entre une diarrhée du grêle et une diarrhée du côlon. Ça peut nous aider à réfléchir à la cause. Après, ça, c'est d'autant plus important sur les signes un petit peu plus chroniques qui vont être évalués en médecine interne, mais malgré tout, pour nous, ça peut être important. Donc, on peut aller rechercher la présence de mucus, d'une hématochésie, de méléna, le volume des selles, qui va être plutôt augmenté sur des diarrhées du grêle, et pareil pour la fréquence, et plutôt des selles de quantité diminuée, mais plus liquide sur les diarrhées du côlon. Pour les causes de diarrhée aiguë, on va avoir essentiellement alimentaire, parasitaire, infectieuse et tout ce qui est gastro-entérite hémorragique. Donc, on s'intéresse d'abord aux causes alimentaires. De nouveau, on va retrouver tout ce qui est indiscrétion alimentaire, les changements alimentaires brusques, tous les phénomènes d'intolérance, d'allergie, tout ce qui est toxi-infection alimentaire et un aliment de mauvaise qualité, tout simplement.
Les causes parasitaires, essentiellement tout ce qui va être helminthe, et puis les protozoaires aussi, dont Giardia, Isospora et Tritrichomonas, qui peuvent être un petit peu chiants à diagnostiquer et à traiter. Notamment Tritrichomonas, c'est un parasite qu'on va retrouver chez le chat, notamment les chats qui sortent de communautés, donc d'élevage, etc. Typiquement, le jeune Maine Coon qui a été adopté à 3 mois, qui là en a 6-7, qui est un peu cachectique, qui est en chiasse chronique depuis un petit moment, etc. Il faut vraiment suspecter ce genre de parasite. Ensuite, on va avoir les causes infectieuses, donc bactériennes, parasitaires, et je vous les mets là, pardon, donc notamment virales proches parasitaires, pardon, c'était viral que je voulais dire. Bien sûr, parvotyphus, ça on y pense, mais il y en a d'autres. Les coronas, les rotavirus, maladies de Carré. Bon, FIV, FLV, c'est pas des présentations classiques, mais ça peut participer. Les causes bactériennes. Et puis après, on a tout ce qu'on va appeler les gastro-entérites hémorragiques, avec des causes digestives et des causes extra-digestives. Donc là, ça va donner des diarrhées avec présence de sang, hein, comme son nom l'indique. Donc sur les causes digestives, on va retrouver tout ce qui est médicaments toxiques, les maladies inflammatoires de l'intestin et les intussusceptions, qui peuvent être transitoires et qui peuvent être chroniques. Les intussusceptions, il faut le savoir. Et toutes les causes extra-digestives, un choc hypovolémique. Alors ça, j'attire votre attention dessus. Lorsque vous avez un animal qui est en hypovolémie et donc vraiment en choc hypovolémique, donc vous avez une modification de tous vos paramètres de la volémie, vous avez une augmentation de votre lactatémie. Et un des premiers organes qui va souffrir de cette hypoperfusion, c'est le tube digestif. Donc vous avez une hypoperfusion digestive. C'est une situation qui peut amener à une translocation bactérienne, donc faire passer votre animal de son état de CIRS à un état de sepsis, donc ça c'est vraiment grave. Et vraiment cliniquement, à partir du moment où vous avez un animal en choc hypovolémique qui ne présentait pas de diarrhée et qui là commence à se vider par le cul d'un truc hémorragique, voire même des bouts de muqueuse et tout, je vous garantis que dans les 10 prochaines minutes, ça va mal se passer. Pour l'instant, j'en ai vu un certain nombre, 100% de mortalité quand ça commence à arriver. Donc ça, c'est vraiment un signe qui n'est pas bon du tout. Les pancréatites peuvent donner des diarrhées hémorragiques, l'hypocorte, les pyomètres et les péritonites. Donc voilà, ça c'était pour toutes les causes de diarrhée aiguë. Et je vous remets quand même les diarrhées chroniques parce que finalement, quand on questionne bien les propriétaires, on a beaucoup de patients où on est appelé pour une aggravation en aigu des symptômes sur en fait quelque chose qui évolue complètement en chronique, sauf que les gens n'ont pas identifié qu'il s'agissait de diarrhée. Donc on retrouve les origines digestives, les origines extra-digestives. En digestif, on a de nouveau les origines alimentaires, les origines infectieuses, tout ce qui est maladies inflammatoires, donc les maladies inflammatoires chroniques, les lymphangiectasies, les entéropathies, les gastro-entérites hémorragiques et les diarrhées répondant aux antibiotiques. Tout ce qui va être subobstruction avec des corps étrangers chroniques, des intuitions chroniques et des néoplasies. Et enfin, les diarrhées chroniques avec des causes extra-digestives. On retrouve les origines endocriniennes, notamment l'hypocorte, il faut bien s'en rappeler, atteinte rénale, hépatobiliaire, pancréatite et les néoplasies. Voilà pour ce DDX, un petit peu long, un petit peu chiant, mais il faut bien garder toutes ces petites causes-là en tête. De nouveau, l'approche diagnostique sur les diarrhées. On va questionner les antécédents médicaux, les traitements en cours. Est-ce qu'il y a eu des changements alimentaires? Est-ce qu'il y a eu des médicaments? Est-ce qu'ils mangent des corps étrangers, etc. Et puis une description précise des diarrhées pour essayer de localiser un petit peu plus le problème. De nouveau, l'examen clinique complet où on va là bien porter quand même une attention particulière au toucher rectal qui peut être parfois assez informatif. Et puis dans les examens complémentaires, on peut effectivement proposer des bilans sanguins, pas hésiter à faire des snap tests, et puis le reste en urgence, c'est pas forcément possible ou intéressant. Les radios abdos sur les diarrhées, franchement, c'est très rare que ce soit intéressant. Par contre, c'est plutôt l'échographie abdominale qui va nous être utile et c'est notamment essentiel lors de symptômes chroniques. Et puis évidemment, après, on passe carrément aux endoscopies digestives, mais là, on sort bien sûr du cadre de notre travail d'urgentiste. Conduite à tenir, on a un patient stable avec une pathologie non urgente.
Si jamais il a des traitements qui peuvent être à l'origine d'une diarrhée, bah, évidemment qu'on essaye de voir si on peut les stopper. On va traiter symptomatiquement sa diarrhée. On peut donner une alimentation hyperdigestible et on peut faire une diète éventuellement pour réduire la quantité de sel et que ce soit plus facile à gérer pour les propriétaires. Si on a des répercussions systémiques, évidemment, comme tout à l'heure, on va recommander d'initier un traitement, mais d'aller rechercher la cause et d'hospitaliser l'animal si c'est nécessaire. Donc voilà un petit peu pour ces grands axes, régurgitation, vomissement, diarrhée. Et donc, on va pouvoir s'intéresser à la dernière partie, qui est les traitements digestifs. Alors, on commence avec les antiémétiques, parce que c'est un des médicaments qu'on va le plus utiliser en urgence, et on commence avec le maropitant, qui nous permet de prévenir et de traiter les vomissements et la nausée, et qui aurait, je vais dire, une action analgésique digestive. Attention, ceci est actuellement tout à fait remis en question. Il y a très peu de preuves de cette analgésie digestive. Donc, disons que si vous avez un animal qui a vraiment mal au ventre, il ne faudra pas considérer que le maropitant seul sera un bon analgésique. Il ne faudra pas hésiter à rajouter autre chose avec. Il va agir directement sur le centre du vomissement au niveau du système nerveux central. Et puis, il a une action quand même qui est très très forte, qui est très intéressante. Contre-indication, bof, éventuellement insuffisance hépatique parce qu'il est métabolisé au niveau hépatique. Je vous le rappelle souvent dans mes confs, mais insuffisance hépatique, ça veut dire une insuffisance fonctionnelle hépatique et non pas, sûrement pas, genre augmentation palalate. Ça, ce ne sont pas des marqueurs fonctionnels hépatiques. Ce sont des marqueurs lésionnels ou de cholestase, mais pas des marqueurs fonctionnels. Donc, un chien qui a palalate un peu augmenté, ça n'est absolument pas une contre-indication à l'utilisation du maropitant. Effet indésirable, juste, voilà, on le sait, ça fait mal au point d'injection, mais sinon, il n'y a pas tellement d'effet indésirable. Et on va faire 1 mg kg IV au succu toutes les 24 heures. Et on peut faire Péros également jusqu'à 8 mg kg. Donc, on peut mettre un relais Péros si nécessaire. L'autre antiémétique qu'on utilise, c'est le métoclopramide pour la prévention et le traitement des vomissements avec une action prokinétique sur l'estomac et sur l'intestin grêle, pas sur l'œsophage, on l'a vu tout à l'heure. On ne sait pas exactement tout à fait très bien comment ça marche, mais on a une augmentation du péristaltisme au niveau gastrique, duodénal et jéjunal. Donc ça, c'est intéressant. Et on a aussi une petite action centrale. Les contre-indications. On n'utilise pas de prokinétique en cas d'obstruction ou de perforation digestive, qu'elle soit avérée ou simplement potentiellement suspectée. Tant qu'on n'a pas exclu un corps étranger formellement, on ne met pas de métoclopramide. Donc typiquement, à domicile, a priori, pas de métoclopramide, sauf si c'est un patient qui est vraiment suivi pour un problème déjà diagnostiqué, etc. Mais malgré tout, est-ce qu'on peut vraiment être sûr à 100% que par-dessus, il ne nous a pas mangé un corps étranger? Difficile. Et on évite ça en cas de crise convulsive parce que ça peut avoir des effets extra-pyramidaux ou sur les méga-œsophages, on l'a vu tout à l'heure. Et on peut faire en injectable 0,3 mg par kilo toutes les 8 heures ou 0,5. Excusez-moi. 0,5 mg kilo toutes les 12 heures. Pardon, je meurs tranquillement. Je remets mon micro dans 2 secondes. Pardon, excusez-moi. Ça peut aussi être utilisé en CRI. La poso classique, c'est 1 mg par kilo par jour, mais ça peut être augmenté jusqu'à 4 mg par kilo. Je suis de retour. On va s'intéresser maintenant aux antiacides. On commence avec les anti-H2, ranitidine, famotidine. Je ne vais pas m'étendre dessus parce que sur le dernier consensus ACVIM sur le sujet qui a été publié en 2018, il ne recommande plus l'utilisation des antiacides.
OK, on va y arriver. Et il recommande d'utiliser plutôt les inhibiteurs de la pompe à protons, les IPP, donc l'oméprazole ou le pantoprazole, qui vont être d'une efficacité supérieure, qui vont permettre de prévenir ou traiter les gastrites, œsophagites, ulcères et reflux. Donc là, on peut utiliser la dose de 0,8 à 1 mg par kilo 2 fois par jour. Effet indésirable, attention, diarrhée, il faut le savoir, ça peut provoquer des diarrhées. Et ça sert à rien de mettre des IPP sur tout et n'importe quoi en aigu, sur des troubles digestifs aigus, genre vomissement ou diarrhée, ça n'est pas la peine. On va le faire vraiment si on suspecte vraiment des choses type ulcération, reflux gastro-œsophagien. On peut le mettre aussi sur, par exemple, des insuffisances rénales aiguës, ou sur des chirurgies qui concernent l'estomac ou l'intestin grêle. Mais je veux dire, sur un chien qui présente des vomissements aigus parce qu'il a fait la poubelle, il n'y a pas d'intérêt pardon, à mettre des IPP. Ça sert à rien d'en mettre non plus sur tout n'importe quoi. On va s'intéresser maintenant aux antispasmodiques. On commence avec la scopolamine, donc l'estocélan ou le spasmisol pour ceux qui l'utilisent. Donc ça, c'est traitement des manifestations spasmodiques douloureuses en cas de diarrhée gastro-entérite ou spasmes aussi urogénitaux. Donc c'est un antispasmodique qui va venir jouer sur les fibres musculaires lisses au niveau digestif, biliaire, urinaire et génital. Attention, attention, il ne faut pas l'utiliser en association avec un prokinétique. Puisque si vous stimulez le transit et que vous mettez un antispasmodique, on a vraiment des actions contradictoires et on se retrouve potentiellement avec une portion digestive qui va être sous l'action de notre prokinétique et l'autre sous l'action de notre antispasmodique, et ça peut favoriser l'apparition d'intussusception. Donc vraiment, il n'y a aucune logique scientifique à utiliser ces deux produits en même temps, et même c'est vraiment risqué. Et puis attention à l'utilisation des antispasmodiques lorsqu'on parle de causes infectieuses, bactériennes, virales, parasitaires, puisqu'en fait on va arrêter le transit digestif, on va mettre le tube digestif à l'arrêt, et donc potentiellement on peut imaginer qu'il peut y avoir une multiplication de cet agent infectieux in situ. Je suis vraiment désolée de tousser comme gogol, là, c'est pas très agréable pour vous. Voilà pour la scopolamine. Dans la même famille, on a le prifinium, bromure de prifinium. Donc pareil, pour traiter les manifestations spasmodiques. Attention à ces effets indésirables, notamment muqueuses sèches, voire vraiment très très désagréables. Midriase. On va y arriver. Une midriase, des fois des phases d'agitation. Enfin, il peut y avoir des réactions assez violentes quand même après l'injection de prifinial. Donc attention à bien prévenir les gens, qu'ils ne soient pas choqués. Et de nouveau, association interdite avec les prokinétiques comme le méthoclopramide. Je vous ai remis les posologies là. Personnellement, c'est un médicament que je déteste utiliser. Ça m'arrive de l'utiliser que quand j'ai vraiment des animaux qui présentent une hypersalivation d'origine indéterminée et a priori sans gravité et sans atteinte du reste de leur examen clinique. Mais ça, c'est très clinicien dépendant. Il y en a qui adorent le prifinium. Ensuite, on va arriver sur le groupe des pansements digestifs, avec en premier le sucralfate, donc le Kéal ou l'Ulcar, médicament super intéressant qui va permettre de prévenir et de traiter les érosions et ulcères digestifs. En fait, il vient vraiment former un complexe protéique sur la muqueuse qui est endommagée, donc à l'endroit où il y a des ulcères ou des érosions. Et ça va de la bouche à l'anus. Donc peu importe l'endroit où il y a une atteinte, vous pouvez mettre du sucralfate. Pas vraiment de contre-indication, pas vraiment d'effet indésirable. Généralement, on fait un sachet pour 10 kg. Alors évidemment, si vous avez un poney de 80 kg, vous n'allez pas lui faire 8 sachets à la fois. Donc on fait rarement plus de 2-3 sachets à la fois, et on peut le faire 3 fois par jour. Pour tous les pansements digestifs, on essaye de les donner à distance des autres traitements péros, de manière à ne pas
de manière à ne pas modifier l'absorption de ces autres traitements. On a aussi le phosphate d'aluminium, donc le phosphaluvette ou le phosphalugel. Là, c'est plutôt vraiment pour tout ce qui va être tube digestif haut, œsophage et estomac, pour traiter toutes les inflammations de ces zones-là, associées ou non à des vomissements et des régurgitations. Donc là, ça vient vraiment tapisser la muqueuse. Ça a une action antiacide et ça stimule la synthèse des prostaglandines protectrices, donc intéressant pour ça. Et on va donner à peu près 1 ml/kg Péros toutes les 8 heures, idem à distance des autres traitements. On a le kaolin, qui va être un traitement symptomatique des diarrhées, qui va avoir une action intéressante par rapport au fait qu'il absorbe les toxines bactériennes, qui réduit aussi les flux d'eau et d'électrolytes dans la lumière. Et par contre, attention, ça peut être un avantage ou un inconvénient, mais il va ralentir le transit. Donc ça peut être problématique selon les cas. Pareil, on donne à distance des autres traitements. Et on a bien sûr notre pote le Smecta, pour vraiment un traitement symptomatique des diarrhées. Lui ne modifie pas le temps de transit. On va donner entre 1,5 et 2 sachets Péros. Je vous ai arrêté le partage de connexion, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Je le remets. C'est très chaotique comme présentation, je suis désolée. Les antibiotiques, axe très important, parce que malheureusement, on utilise encore beaucoup trop d'antibiotiques. On va utiliser les antibiotiques pour certaines indications particulières, pour des traitements des diarrhées aiguës avec atteinte sévère, c'est-à-dire qu'on a des répercussions cardiovasculaires, un état de SIRS, donc de syndrome inflammatoire systémique, et avec des signes d'inflammation marqués, notamment sur le bilan biologique. Donc ça veut dire que c'est un animal qui a des répercussions cliniques de sa diarrhée, sur lequel on a fait des examens complémentaires et qu'on va hospitaliser. Donc a priori, c'est pas non plus tous les 4 matins. Et sinon, c'est pour le traitement d'une vraie pathologie qui s'appelle diarrhée répondant aux antibiotiques, mais ça c'est dans le groupe des diarrhées chroniques avec des diarrhées d'origine inflammatoire, donc c'est vraiment particulier, et généralement c'est les internistes qui diagnostiquent ça, pas nous, en aigu. Donc finalement, il y a très peu de bonnes indications de l'utilisation d'antibiotiques sur les troubles digestifs aigus. Je vous rappelle que Pauline a fait un Reader Digest très récemment, là en janvier, qui est déjà en ligne pour les replays sur ce sujet-là, donc n'hésitez pas à aller le voir si vous voulez plus d'infos. Et les molécules qu'on va prioriser, c'est l'amoxicillin ou l'ampicilline, et éventuellement les enrofloxacines, c'est ce qui est recommandé dans la littérature, mais attention, par rapport à notre législation en France, on n'a pas le droit d'utiliser des enrofloxacines comme ça à tour de bras. Il faut respecter la prescription des antibiotiques critiques. Attention au métronidazole qui est surutilisé à tour de bras, alors qu'en fait, il n'y a quasiment aucune bonne indication à l'utiliser. Donc voilà. Et pour tout ce qui va être gastro-entérite et hémorragique, donc si on se dit, oh là là, il y a du sang dans la diarrhée, donc c'est qu'a priori, il y a une atteinte de la barrière hémato, donc il pourrait y avoir une transplantation de bactéries, donc un risque de bactériémie, donc je mets des antibiotiques. Et de nouveau, non, ça n'est pas du tout une obligation. Je vous ai mis un exemple là de 2 études récentes, c'est absolument pas exhaustif, hein, mais c'est pour vous donner des exemples. Il y a de la littérature maintenant sur le sujet. Dans le premier groupe, où ils ont utilisé des antibiotiques, il y avait un groupe où ils recevaient des transplantations fécales, un groupe ils avaient des traitements symptomatiques, un groupe ils avaient des antibiotiques. Il n'y a pas de différence en gros de récupération, d'amélioration clinique, etc. entre les différents groupes. Par contre, il y avait beaucoup plus de dysbiose dans le groupe pour lequel ils avaient utilisé des antibiotiques. Et dans le deuxième article que je vous ai mis, il recommandait l'utilisation d'antibiotiques dans les diarrhées hémorragiques si et seulement si on avait des signes de translocation bactérienne avec sepsis, ou si c'était des cas de parvovirose avec une leucopénie associée. Donc là, à ce moment-là, il préconisait l'utilisation d'antibiotiques, mais c'est tout. Donc vous voyez, c'est assez restreint. Donc il faut qu'on essaye d'avoir la main un petit peu plus légère sur les antibiotiques en aigu. Et c'est pour ça que je n'ai pas développé les traitements genre Felidiarix et Canidiarix dans ma présentation, parce que c'est une hérésie, ce type de traitement, ça ne devrait même pas exister.
Donc, je vous invite à ne pas les utiliser. Voilà. Tout ce qui va être traitement anti-inflammatoire stéroïdien, donc les AIS, les corticos, c'est un traitement pour tout ce qui va être maladie inflammatoire chronique du tractus digestif. Donc, de nouveau, c'est des maladies où il faut avoir fait une écho, une endoscopie digestive et des biopsies pour diagnostiquer ça. Donc, je ne vois pas comment en aigu, nous, petits urgentistes, on peut arriver à ce diagnostic. Donc, a priori, pas de bonne indication des AIS, sauf éventuellement sur la crise addisonienne. Mais ça, c'est vraiment particulier. C'est quand même, on n'en voit pas tous les 4 matins. Et il n'y a sûrement pas de bonne indication des AINS, qui, eux, ont des effets secondaires au niveau digestif et qui, du coup, sont contre-indiqués lorsqu'on a des symptômes digestifs. Et enfin, pour finir, tout ce qui va être pré- et probiotique et transplantation fécale. Donc ça, en ce moment, il y a quand même pas mal d'études là-dessus. Il n'y a pas non plus des tonnes de preuves d'efficacité, mais ça commence à arriver, on commence à avoir des études. Ça aide à la prise en charge des dysbioses. Donc, il y en a un certain nombre. Souvent, nous, ce qu'on a à disposition, c'est le Procolin, le Fartiflora. Le VSL3, là, ça, c'est un sur lequel il y a vraiment eu des études d'efficacité, mais il est un petit peu chiant à se procurer. Il faut faire vraiment des ordopharmacies, machin. Faut commander, c'est assez compliqué. Donc, c'est vrai que nous, souvent, on a cela à disposition. En tout cas, ça ne peut pas faire de mal. Donc, ça, c'est vrai que c'est des choses qui peuvent participer. Et puis, ça parle aux gens quand même, hein, les probiotiques, les prébiotiques. Et puis la transplantation fécale, pareil, qui peut aider à la prise en charge des dysbioses, où on va prendre 10 grammes de fesses d'un adulte de 5 qu'on mélange à 10 ml d'eau et qu'on administre par voie rectale. Ça, notamment, ça a quand même pas mal été décrit dans la prise en charge des parvots chez le chien. Donc ça peut être un truc intéressant si vous avez un chien parvo hospitalisé tout un week-end, par exemple. Pourquoi pas envisager une transplantation fécale si vous avez un petit donneur de caca sous la main. Voilà pour les traitements. En conclusion, les troubles digestifs aigus, c'est vraiment un motif ultra fréquent de consultation et c'est une très grande source d'inquiétude pour le propriétaire, surtout à partir du moment où il y a une micro-trace de sang. Là, ça devient la catastrophe. Donc, vraiment, grosse inquiétude des gens. La majorité des cas, ils sont vraiment bénins. Ils ne nécessitent qu'un traitement symptomatique. Attention quand même à toujours bien examiner votre patient pour aller rechercher, reconnaître les répercussions systémiques qui peuvent être l'indication d'une hospitalisation et ou d'examens complémentaires. On peut avoir besoin d'une hospitalisation même sur une cause qui n'est pas grave, et simplement parce que cet animal-là va avoir plus de répercussions cliniques et donc il a besoin d'un petit peu plus de soins. On essaye d'éviter le piège des cas graves avec une clinique peu évocatrice et puis on utilise les traitements à bon escient, comme on vient de le dire là. Voilà, merci pour votre attention. Je m'excuse encore pour voilà, cette présentation pas très agréable où je fais que tousser. Est-ce que vous avez des choses à nous partager, des questions, des remarques éventuelles? N'hésitez pas, c'est le moment. Moi, j'ai une petite question. Moi, ça m'arrive des fois d'avoir des chats, alors clairement pas très médicalisés aussi, faut dire, à domicile. Genre le chat, faut le sédater pour l'examiner, des choses comme ça. Et en Ouais, fait, fais une palpation abdominale, tu sens que c'est anormal au niveau intestinal. Alors des fois, tu peux avoir peut-être des sensations de masse, des sensations de portions d'intestin, surtout en région crâniale, qui induraient, des choses comme ça. ouais. Alors évidemment, voilà, une fois qu'on a ça, mais on sait qu'en même temps, il n'y a pas d'écho tout de suite, il n'y a pas de choses comme ça. Là, je me pose toujours un peu la question de qu'est-ce que je fais pas, surtout, mais sachant que les gens, ils ont appelé, voilà, parce que le chat, souvent, il a la diarrhée ou il vomit, et derrière, c'est potentiellement, je pense, quelque chose de compliqué. Ouais. Voilà, c'est un peu, Oui, enfin, c'est cas. genre, Oui, pardon, fini. non, vas-y, voilà, genre, par exemple, tu disais, mais topicoparamide, il ne faut pas faire, bien sûr. Mais bon, on se dit, bon, en gros, ce chat, il va jamais être soigné, donc dans ce cas, je m'en fous, je fais des corticos et on verra si ça passe ou ça casse. Tu vois, il y a vraiment des fois où on est loin du théoriquement parfait, quoi. Ouais.
Mais tout à fait, et je vais dire même pas qu'à domicile, parce que sur un chat comme ça, effectivement, qui est peut-être un peu diarrhée chronique ou vomissement chronique, et qui là, tu vois, fait un pic plus important, t'es amené là-dessus, et tu te poses la question, bah voilà, d'une maladie inflammatoire chronique, voire d'un lymphome de bas grade sur ce genre de chat et C'est tout. ça, exactement. Et ben, on a les mêmes en clinique, ou même des fois, tu fais une écho, et puis tu vois bien qu'il y a une anomalie sur les couches de l'intestin et tout. Bah oui, effectivement, si tu es face à des gens qui, de toute façon, n'iront pas faire des examens, qui ne suivront pas sur des trucs pour pousser, etc., bah, évidemment que la question est légitime de se dire, bah, est-ce que je tente des corticos? Bah, il faut, bah, bien sûr, ça nous arrive, il faut leur expliquer que en faisant ça se trouve, ça va l'améliorer, ça se trouve, ça va faire cache-misère et derrière, ça va se dégrader. Ça se trouve, c'est pas une bonne idée du tout, selon la pathologie de départ, mais il y a un moment, si tu expliques aux gens, ils prennent une décision éclairée et tout, bah bien sûr, ça nous est tous arrivé de faire ça. Je suis d'accord avec toi qu'il y a le théorique et puis il y a la vraie vie, quoi. Ouais, voilà. Donc, Parce que, ouais. ok. Ouais. De toute façon, on est d'accord, ouais, écho, et même il faudrait une biopsie au final, parce que à moins d'avoir quelqu'un de super fort en échographie, Même, et tu peux je pas crois, faire la différence à l'écho, par exemple, entre une maladie inflammatoire chronique de l'intestin et un lymphome de bas grade. C'est vraiment ouais, une biopsie et il faut le faire par voie chirurgicale. Parce que c'est excessivement rare d'obtenir un diagnostic sur une biopsie endoguidée, parce que souvent, en fait, tu peux pas prélever suffisamment de couches et souvent, tu peux pas aller au bon endroit dans l'intestin. d'accord, Donc, ouais. si tu veux être bien, et, ben, il faut une biopsie chirurgicale. Donc, c'est sûr que là, ça limite le nombre de gens qui vont aller jusqu'au diagnostic. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitaient intervenir? Excuse-moi, c'est encore moi. Ouais, vas-y, bien sûr. Ouais, c'est juste, en fait, j'ai remarqué, même dans les bouquins, c'est marrant, quand on parle d'appareil digestif, on parle, enfin, tu me diras, on parle jamais ni des glandes anales, mais ça, c'est pas à quoi je pensais, mais ni des glandes salivaires, en Ouais. fait. Et je voulais juste en 2 mots je sais pas, quelles affections des glandes salivaires on pourrait avoir en urgence et surtout qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que moi, ça m'est arrivé d'avoir des gens, ils appellent, le signe d'appel, c'est salivation, salivation, salivation. On voit que le chien, c'est pas vraiment des nausées, c'est pas nerveux. Tu vois, il y a peut-être une inflammation des glandes salivaires, il y a peut-être une merde au niveau de l'œsophage. Enfin, peut-être des fois même des gingivites, un petit peu, des trucs au niveau de la bouche, oui. Et là, on est un petit peu, moi, j'ai un peu embêté parce que du coup, voilà, point de vue thérapie, on est un petit peu vraiment à l'aveugle, quoi. Alors là, je vais te dire, glande salivaire, clairement, c'est pas mon domaine. Donc, il faudrait carrément avoir une cour d'un chirurgien ou d'un stomato là-dessus. En urgence, on n'a quand même pas beaucoup de vraies grosses atteintes sur les glandes salivaires. On va avoir tout ce qui est sialocèle quand même, obstruction obstruction des canaux, en fait. Voilà, peu importe la glande qui est touchée. On peut avoir des trucs quand même infectieux. On a aussi des migrations de corps étrangers qui peuvent toucher ça. Mais ensuite, sur des trucs vraiment plus pointus, honnêtement, je saurais pas te dire. Et de toute façon, sur des trucs aussi chiants que ça, il est clair qu'en urgence, tu vas pas faire des miracles, tu vas pas forcément aller au diagnostic. Donc, ce qu'il faut, c'est essayer de faire du symptomatique pour soulager ton animal. Donc, bien sûr que dans ce cas-là, sur une hypersalivation, bah, tu peux, même si tu n'as pas de signe franc de nausée, tu peux te dire, bah, quand même, je vais faire du maropitant pour essayer de jouer sur la valence nausée. Tu peux faire le Prifinial pour le coup. Moi, ça m'est déjà arrivé de l'utiliser sur des cas comme ça, où vraiment ça marche bien. Ça te coupe la salivation. Alors, c'est un peu désagréable pour l'animal et c'est tu mets la merde sous le tapis, quoi. Hein, mais ça te permet en urgence, on va dire, de satisfaire entre guillemets les gens qui sont là pour soulager l'animal qui est en train de baver comme un fou, en attendant qu'il puisse y avoir une exploration si nécessaire chez le vétérinaire traitant. Il y a un certain nombre de cas où les hypersalivations, et notamment chez le chat, elles arrivent, tu sais pas pourquoi, un goût qui leur plaît pas, une odeur qui leur plaît pas, une sensation qui leur plaît pas, paf, il y en a, c'est ça, chandelle de bave. Et en fait, généralement, ça passe. Donc, des fois, juste de traiter là les symptômes à l'instant T, finalement, ils vont pas revenir derrière. Donc, c'est pas complètement anodin enfin déconnant, je veux dire, de faire comme ça. Mais c'est certain que oui, derrière, il va falloir envisager un truc plus pointu. Donc, ça peut être
des explorations sous anesthésie de toute la zone, etc. Ça peut être des scanners de la tête ou des échos, des choses comme ça. Mais franchement, en urgence, on ne va pas aller faire des miracles, hein, qu'on soit clair. Ouais, ok, d'accord. Merci. Compris. Du coup, moi, j'avais juste une question pour les gens qui sont limités financièrement. Ouais. Tu vois, qui refusent type radio, écho, qui pourraient pourtant nous donner beaucoup d'infos. Du coup, il vaut mieux faire le strict minimum, genre Prévomax et enfin sur des vomissements, je veux dire, vaut mieux faire juste Prévomax et dire aux gens de recontrôler le lendemain chez leur veto, quoi. Bah, de toute façon, si pour toi, il y a une indication, en gros, à faire des examens complémentaires, parce que tu as une suspicion de tel ou tel truc, ou parce que tu as des répercussions cliniques sur ton animal et que les gens y refusent, alors déjà, de un, ce qui est très important, c'est de faire signer un refus de soins, parce qu'il ne faut pas que ça puisse te retomber dessus derrière. Et effectivement, bah, dans ce cas-là, tu vas faire du cache-misère, donc tu vas traiter les symptômes. Comme tu l'as dit, plutôt du maropitant que du métoclo, si on ne sait pas si potentiellement il y a une obstruction, une subobstruction quelque part. Éventuellement des pansements digestifs, et puis tu fais du wait and see. Des fois, il y en a, en fait, c'était pas grave, puis juste comme ça va passer. Et puis, en fait, il y en a, ils ont vraiment un corps étranger, et puis il va falloir aller le chercher. Donc, toujours recommander un contrôle le lendemain chez le vétérinaire traitant. Ouais, Et ok. le marquer noir sur blanc dans ton compte-rendu et dans ton ordonnance pour que derrière, on ne puisse pas effectivement venir dire l'animal s'est dégradé, on ne m'avait pas dit que, quoi. Ouais. Puis toujours faire signer une décharge, même si ça leur fait pas plaisir, quoi. Oui, alors ça, vraiment, c'est très important. Plus ça va, plus on a de clients qui nous font chier, il faut le savoir quand même. Les gens deviennent procéduriers, les gens, ils cherchent à obtenir régulièrement, même sur des gens qui étaient hyper sympathiques en consultation, ils cherchent à obtenir des remboursements de soins, etc. Voilà, c'est la merde, c'est qu'on comprend. Il y a plein de gens qui sont dans la merde financièrement, donc ils vont chercher la petite bête. Donc toi, il faut que tu te couvres au maximum. Donc effectivement, dès que tu estimes qu'il y avait des soins qui étaient nécessaires et qui ont été refusés, tu fais signer une décharge. Je pense que le plus important dans ces cas-là, c'est la façon de le présenter. Parce qu'effectivement, dire aux gens de but en blanc, je vous fais signer un refus de soins ou une décharge de responsabilité, c'est hyper abrupt et souvent ça les braque. Donc, et puis tu peux avoir dans ces cas-là des gens qui refusent de signer le refus de soins, ce qui n'est pas le but. Toi, tu as envie qu'ils le signent. Donc, il vaut mieux le présenter en mode, moi souvent je leur dis, je vous fais juste signer ce petit papier. C'est les soins dont on a discuté ensemble et sur lesquels on s'est mis d'accord que pour le moment, vous ne souhaitiez pas les faire, et quitte à en rediscuter avec votre vétérinaire traitant à partir de demain. J'ai encore jamais personne qui a refusé de me signer le papier comme ça. Donc au moins, tu sais que tu as ton truc qui est signé, tu es tranquille. Et puis après, oui, tu soulages l'animal au max, donc tu fais les soins, tu fais ce que tu peux, quoi. Tu fais ce que tu peux avec ce que tu as, quoi. Ok, merci. Et j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait demandé le dosage du Gaviscon utilisable chez le chien et chez le chat. Oui, tout à fait, c'est le même type de traitement. Le Maalox, pareil, hein, vous pouvez l'utiliser sans aucun problème chez le chien ou chez le chat. Donc ces deux-là, ça va plutôt être pareil, tube digestif proximal, œsophage, estomac. Et en fait, c'est un peu approximatif, on va faire entre un demi-sachet et 2 sachets en fonction de la taille, du poids de votre animal. Et on peut le faire aussi 3 fois par jour. Mais ça, il n'y a pas de problème. Pas de contre-indication particulière sur ce type de pansement. On essaie toujours de les décaler des autres traitements péros. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui voulaient prendre la parole? Oui, moi j'avais une question pour les cas de parvo. Donc imaginons on a un chat qui arrive vraiment gastro-entérite hémorragique, etc. Est-ce que j'avais cru comprendre que le snap test parvo, il était très peu sensible. Donc si en gros le résultat il est négatif, l'animal peut quand même être positif, ou comment on fait quand on suspecte la parvo mais que le snap test il est négatif? C'est quoi la conduite à tenir? Donc, effectivement, attention au snap test parvo. On a effectivement des faux négatifs. On a très, 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 très peu de faux positifs. Donc, vous pouvez considérer qu'à partir du moment où votre snap il est positif, OK, votre animal a la parvo, c'est parti. Si le snap est négatif, par contre, on ne peut pas conclure. Peut-être qu'il a la parvo, peut-être qu'il n'a pas la parvo. Dans ces cas-là, de toute façon, comme on n'a pas de traitement causal de la parvo, en soi, ça ne va pas changer notre prise en charge. Donc, on va mettre en place un traitement symptomatique, un traitement de soutien, ce genre de choses. S'il y a un intérêt vraiment à avoir le diagnostic parvo, notamment parce que c'est un vice rédhibitoire et donc pour les gens, ça a une importance d'avoir le diagnostic, dans ces cas-là, il faut envoyer une PCR.
Mais du coup, nous, en urgence, c'est pas vraiment souvent ce qu'on peut faire, mais en tout cas, on peut leur en parler. Dire, voilà, si là, moi, je suspecte vraiment une parvo, ouais, ok, le SNAP, il est négatif, mais on sait qu'on peut avoir des faux négatifs. On est dans le délai vice rédhibitoire. Je vous recommande, et tu peux le mettre dans le compte-rendu, d'envoyer une PCR parvo pour que les gens ils aient des recours. Mais dans tous les cas, en fait, ça va pas changer ta prise en charge que ton SNAP il soit positif ou négatif. Ouais, mais on peut le mettre dans le compte-rendu. Ouais. On conseille de faire une Une PCR PCR, par ouais. jour chez le vétérinaire traitant, quoi. Ouais, Et exactement. si on a un doute, on le met en compta et puis voilà, le chien. Oui, oui, oui. Ah, mais alors de toute façon, franchement, vous avez un chiot ou un chaton qui est pas au bout de ses vaccinations avec le Ouais. vrai beau protocole et tout, qui a une diarrhée, enfin qui a un syndrome voilà, gastro-entérite hémorragique, compta. Hein. Bah oui, oui. Parce que- Ouais. Ah ouais, puis vous faites gaffe, vous le faites pas traîner partout dans la clinique. Même quand, par exemple les gens ils attendent en salle d'attente, il est sur leurs genoux ou alors vous le récupérez direct, quoi. Vous mettez Ouais. des gants, du matériel dédié, etc. Oui, effectivement, il faut prendre des précautions. Hein. Toujours considérer qu'en fait, potentiellement, c'est un parvo ou le typhus si c'est un chat, mais toujours Ouais. Et considérer. puis s'il est positif, par contre, le SNAP, là, il y a quasiment 99% de chances qu'il soit Ouais, c'est vraiment ça. positif. Le SNAP est. Exactement. Tu considères que si c'est positif, c'est que c'est la parvo. Quoi. Ok, très bien, merci beaucoup. Je t'en prie. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou remarques? Non. Bon, bah écoutez, merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Merci à ceux qui vont regarder la formation en replay. Et puis, s'il y a des questions, vous n'hésitez pas à m'écrire. Et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Salut!